BFM Business présente Edwige Chevrillon, la grande interview. Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. Vous le savez, la COP29 débute donc cette semaine à Bakou dans un contexte très alarmant. 2023 a été l'année la moins performante de la décennie en matière de réduction de l'intensité carbone mondiale. On part à Bakou où nous attend justement celui qui essaye de démontrer qu'on peut faire des très gros efforts. Il a des projets fous, c'est l'explorateur le plus incroyable. Souvenez-vous, il avait fait ce vol Solar Impulse, on se souvient tous des images avec cet avion solaire. Il avait parcouru 42 000 km sans carburant ni aucune émission polluante. C'était en 2015-2016. Maintenant, il a un nouveau projet. Bonsoir ou bonjour Bertrand Piccard. Bonjour Edwige Chevrillon. Merci d'être avec nous. Je ne sais pas exactement quelle heure il est chez vous à Bakou. Vous avez un nouveau... 21h15. 21h15, donc merci encore d'être avec nous. Vous avez un projet, un nouveau projet encore plus fou que le précédent qui s'appelle la Climate Impulse. C'est un vol vert à l'hydrogène. On va revenir là-dessus. Je voudrais d'abord quand même qu'on parle de cette COP29 avec un climat quand même très alarmant, très compliqué. Certains disent que les objectifs de cette COP29 sont encore plus difficiles que ceux obtenus avec l'accord de Paris. Quel est le climat pour vous là-bas? En fait, le but de la COP29 à Bakou, c'est de définir les modalités financières de l'aide des pays du Nord aux pays du Sud. Parce que les pays du Sud disent qu'ils ne sont pas responsables des problèmes climatiques créés par les pays industrialisés et ils veulent être indemnisés. Et on parle de 100 milliards de dollars par année. Alors évidemment, c'est très difficile de se mettre d'accord si c'est pour parler de donation, de compensation, de réparation faites par le Nord vis-à-vis du Sud. Et ce que nous essayons de montrer ici, c'est qu'il ne s'agit pas de faire des donations, il s'agit de permettre d'investir, parce que enfin maintenant, les énergies renouvelables et toutes les technologies qui permettent d'être plus efficients en énergie et en ressources sont devenues économiquement rentables. Donc si au lieu de donner, on investit, eh bien, on crée une situation gagnant-gagnant où les investissements peuvent être remboursés et peuvent servir à encore plus d'investissements et de cette manière-là aller beaucoup plus vite. Donc c'est de nouveau un changement psychologique beaucoup plus qu'un changement technologique. Il s'agit vraiment de montrer que la finance est là aujourd'hui pour permettre ce développement dans les pays les plus pauvres. Alors Bertrand Piccard, vous savez, il y a un peu un boycott de un appel au boycott de cette COP29. Il y a très peu de dirigeants du G20. Il y a le Premier ministre britannique qui, lui, Keir Starmer, qui a fait le déplacement. Est-ce que vous regrettez le fait qu'il n'y ait pas Emmanuel Macron, qu'il n'y ait pas de grandes personnalités du G20 et notamment européens? Vous savez, il y a plusieurs messages à passer simultanément. Il y a les messages politiques, notamment dans la guerre entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Donc, ça ne touche pas le climat, mais ça touche peut-être l'atmosphère dans laquelle les relations politiques se font. Et je crois que c'est pour ça qu'il y a certains pays qui ne viennent pas. Maintenant, c'est vrai qu'en termes de boycott, ça ne sert à rien, si c'est pour parler du climat, de boycotter quoi que ce soit, parce que la COP qui a été la plus efficace après celle de Paris, c'est celle de Dubaï, dans les Émirats arabes unis qui produisent du pétrole et qui se sont malgré tout engagés dans la déclaration finale à sortir du pétrole. Donc on voit que quand ceux qui connaissent le pétrole décident de sortir du pétrole parce qu'ils savent que c'est beaucoup plus rentable d'investir dans le renouvelable et dans l'efficience énergétique, eh bien il y a un espoir. Donc ça ne sert à rien de dire que l'Azerbaïdjan produit du pétrole et qu'il ne faut pas le faire chez eux. Moi, je suis justement pour impliquer tous les acteurs et trouver des solutions tous ensemble. Sinon, on n'y arrivera pas dès qu'il y a un clivage ou dès qu'il y a de l'idéologie en jeu. On n'arrive pas à trouver de solution globale. Mais en même temps, vous voyez bien, vous êtes un symbole très fort, justement, avec Solar Impulse, avec demain Climate Impulse, un vol à l'hydrogène. Est-ce que vous dites pourquoi vous êtes là-bas? Je crois que vous êtes proche du ministre de l'énergie d'Azerbaïdjan, mais pourquoi est-ce que vous êtes là-bas? Moi, je suis là-bas parce qu'avec la Fondation Solar Impulse, on a plusieurs actions en cours. Une des actions, c'est de montrer avec le Global Renewable Alliance comment on peut en même temps
tripler les énergies renouvelables et doubler l'efficience énergétique. Et on publie un document qu'on distribue pendant cette COP où on donne des exemples extrêmement précis de projets qui ont déjà abouti et qui pourraient être développés à l'échelle mondiale absolument partout. Des projets de solaire, des projets de fermes éoliennes offshore, des projets de transformation de déchets en énergie, etc. Mais aussi tous les projets d'efficience énergétique, parce que finalement, c'est là que c'est le plus rentable. C'est tout ce qu'on ne gaspille pas. Alors, il y a des systèmes, par exemple, pour détecter les fuites d'eau dans les canalisations publiques. Parce que quand on perd de l'eau, on perd l'énergie qu'il a fallu purifier et développer cette énergie. Et c'est le système oui, pardon. Juste, je veux dire, c'est l'objectif de votre fondation, en fait, que vous avez à Lausanne, c'est-à-dire que c'est une espèce d'énorme factory où vous avez des tas de start-up qui développent justement des initiatives, des innovations comme celles que vous venez de décrire. Absolument. Et puis pas seulement des start-up, ça c'est Aliaxis qui développe ce système-là avec des senseurs acoustiques dans les canalisations d'eau. Mais on a des entreprises comme Beckert qui produisent des fibres d'acier pour renforcer le béton. Comme ça, on n'a plus besoin des grandes armatures. Il y a Soprema qui produit Cool Roof, qui est aussi dans notre programme. C'est des toits réfléchissants pour éviter les îlots de chaleur. Vous avez comme ça des systèmes aussi qui récupèrent la chaleur des cheminées d'usines. Ça baisse les factures énergétiques, mais ça baisse les émissions de CO2. Et ça, c'est une société française, c'est Ecotexeram. Donc tout ça existe. Et ce qu'on veut faire, c'est montrer ce qui existe et montrer comment le développer. Et ce programme du développement, c'est par des finances. Donc c'est à la COP 29 à Bakou que c'est le mieux d'en parler. C'est un programme qu'on lance, une initiative que nous lançons avec la Banque européenne d'investissement, qui consiste, pour résumer, à financer l'efficience comme un service et non pas l'efficience comme un produit qu'on acquiert. Oui, mais en même temps, pardon Bertrand Piccard, je vous interromps un instant. Est-ce que vous ne dites pas, mais on n'y arrivera jamais? Je disais que 2023, c'est sans doute une des pires années qu'on a connues, alors qu'il y a l'accord de Paris, qu'en plus il y a Donald Trump qui vient d'être élu président des États-Unis, on sait qu'il était sorti de l'accord de Paris, que le dépassement du seuil de 1,5% de réchauffement climatique, bien avant la fin du 21e siècle, montre que... c'est une quasi-certitude, montre qu'en fait, personne ne respecte rien. Alors, il y a des objectifs qui ont été refixés, notamment par le Premier ministre britannique. Mais est-ce que vous ne dites pas, mais on n'y arrivera jamais? Alors, si j'avais la personnalité qui dit on n'y arrivera jamais, j'aurais jamais réussi ce que j'ai réussi jusqu'à maintenant. C'est justement quand on se fixe des objectifs ambitieux, mais qu'on change le paradigme pour y arriver, qu'on arrive. Et c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur les investissements. Avec la Banque européenne d'investissement, on voit que les gens n'ont pas de quoi acheter des systèmes efficients. Ils n'ont pas de quoi acheter une pompe à chaleur. Ils n'ont pas de quoi acheter un bus électrique dans une ville. Ils n'ont pas de quoi acheter un récupérateur de chaleur de la fumée de leur usine. Mais par contre, on peut avoir un fonds d'investissement qui achète tout ça pour eux, qui le leur met à disposition, et puisque c'est plus efficient et qu'ils font des économies là-dessus, eh ben, ils peuvent rembourser en payant les calories qu'ils utilisent, en payant les kilomètres qu'ils parcourent, etc. Et ça, c'est fascinant, parce que ça donne l'efficience accessible à absolument tout le monde. Et c'est pour ça que je dis, c'est pas parce que Trump est élu à la Maison-Blanche et qu'il veut sortir des accords de Paris qu'il va négliger les investissements rentables dans le renouvelable, les investissements rentables dans l'efficience énergétique. C'est là qu'il faut changer de langage. Si on dit aux climato-sceptiques qu'il faut décarboner, bien sûr qu'ils ne vont pas décarboner, mais si on leur dit vous pouvez investir, c'est rentable et en même temps ça crée des emplois locaux, eh ben, ils vont se dire oui, pourquoi pas, même si ça protège l'environnement et que ce n'est pas leur premier but. Mais leur premier but, c'est de faire de l'argent. Donc on arrive à combiner les choses. Donc surtout, ne disons jamais on n'y arrive pas. Mais chaque fois qu'on a envie de dire on n'y arrive pas, ça veut dire qu'il faut changer les paradigmes, changer les manières de faire, changer les narratifs, changer les stratégies pour arriver autrement au but. Ça veut dire, Bertrand Piccard, donc finalement, l'élection de Donald Trump, ça ne vous donne pas des insomnies? Vous ne vous dites pas c'est une catastrophe pour les causes que je défends?
Écoutez, c'est une catastrophe pour la stratégie climatique des conférences habituelles du climat faites par l'ONU. Oui, parce que Trump va en sortir. Mais il faut bien voir que le Texas commence à gagner plus d'argent avec l'éolien qu'avec le pétrole. Ah oui. Et que tout ce que Joe Biden a fait pour promouvoir les énergies renouvelables et les technologies propres aux États-Unis, à 80%, ça a été des subventions énormes versées et des investissements énormes versés aux États conservateurs. Donc Trump ne va certainement pas enlever cette manne financière qui arrive sur les États conservateurs. Donc ça nous force à changer de narratif, ça nous force à changer de manière de penser et de mettre le financier au centre. Et à Bakou, le financier est au centre, et moi c'est pour ça que je suis là, parce que je pense que c'est un outil très important pour faire bouger les sceptiques, puisque malheureusement, la beauté de la nature et l'harmonie sur Terre et la qualité de vie ne suffit pas à motiver certains. Alors, parlons de ce nouveau projet fou que vous êtes en train de monter. Alors cette fois-ci, vous ne serez pas tout seul, parce que bizarrement, puisque c'était un avion, on est dans le ciel, mais vous vous associez à un navigateur, Raphaël Dinelli, pour lancer ce Climate Impulse, en fait, ça sera, je crois, pour 2028, hein, c'est ça. Ça sera un vol avec de l'hydrogène vert. Et on sait que c'est très important parce que c'est peut-être à la clé la décarbonation du transport aérien. Racontez-nous. Mais absolument. Vous savez, avec de l'électricité verte et renouvelable, vous pouvez électrolyser de l'eau pour produire de l'hydrogène. Et cet hydrogène, ensuite, vous le repassez dans une pile à combustible et ça redonne de l'électricité et de l'eau. Alors, ça se fait déjà sur Terre. Il y a quelques entreprises qui essaient de le faire pour des avions. Nous, ce qu'on veut montrer, c'est qu'on peut le faire à très grande échelle. Et grande échelle, c'est le vol ultime, comme on pourrait l'appeler. C'est un tour du monde, sans escale, sans émission. Donc, quelque chose qu'on ne peut pas dépasser, le maximum de ce qui est atteignable. Et c'est ça que je veux faire pour montrer qu'il n'y aura pas de limite à l'utilisation de cet hydrogène vert. Si on peut faire ça, on peut le faire partout aussi. Alors, 2028, c'est le tour du monde, mais déjà maintenant, ça fait une année que la construction a commencé dans les ateliers de Raphaël Dinelli, chez 49 Sud. On voit pour ceux qui nous regardent à la télévision, on voit les images. Oui, absolument. On a déjà le premier fuselage, on est en train de mouler les ailes, on a des partenaires industriels extraordinaires comme Syensqo, comme Breitling, comme l'OCP et l'Université Mohamed VI Polytechnique au Maroc. Donc c'est intéressant parce qu'on est aussi soutenu par Airbus qui a fait l'aérodynamique de l'avion. On travaille avec Ariane Group pour les réservoirs d'hydrogène, Green GT pour les piles à combustible. Donc cette fois, ce n'est pas un projet symbolique comme Solar Impulse, c'est un projet qui aura des vrais débouchés industriels et qui permettront à l'aviation de se développer dans cette vision décarbonée. Oui, c'est ça. À la clé, il y a effectivement des développements industriels. C'est pour ça que vous êtes associé à Airbus, parce que Guillaume Faury, à qui je posais la question, disait effectivement, on croit beaucoup dans le développement de ce nouveau carburant. Et donc là, vous accélérez le mouvement. Mais oui, ce qui est magnifique avec des projets comme ça, c'est qu'on regroupe des pionniers. Guillaume Faury est un pionnier, c'est quelqu'un que j'admire et que j'aime beaucoup. Et il développe un projet d'Airbus à hydrogène pour 2035. Nous, on est un petit peu le premier démonstrateur. Et c'est pour ça qu'on a le soutien d'Airbus pour tout ce qui est aérodynamique dans l'avion. Mais ce qu'on veut faire aussi, et avec Guillaume Faury, on en a parlé récemment, c'est qu'il faut donner envie d'utiliser de l'hydrogène. Il faut rendre l'industrie de l'hydrogène désirable, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a pas de demande parce qu'il n'y a pas d'offre, il n'y a pas d'offre parce qu'il n'y a pas de demande. Donc il faut rompre ce cercle vicieux et montrer ce qui est possible. Et il y a beaucoup plus. Oui, mais c'est parce que, pardonnez-moi, je vous interromps, c'est que justement, c'est un des points qu'on reproche à l'Union européenne, c'est qu'aujourd'hui, on est encore en train de se poser la question, savoir, alors c'est quoi l'hydrogène blanche, l'hydrogène verte, l'hydrogène bleu, alors qu'aux États-Unis, c'est beaucoup plus simple. Vous dites, voilà ce que je veux faire, et puis vous avez un crédit d'impôt à la clé. Oui, oui. C'est pour ça que l'IRA, le Inflation Reduction Act de Joe Biden, a apporté beaucoup aux États-Unis et a finalement fait du tort à l'Europe parce que les entreprises partaient aux États-Unis. Donc si Trump abolit ce que Biden a fait, ce sera un coup de pouce pour l'Europe. Mais ce ne sera pas forcément un coup de pouce pour l'hydrogène, pour le renouvelable, pour les clean tech, etc. Donc voyons ce qu'on peut faire chez nous. Chez nous, il faut rendre cette industrie désirable, montrer ce qu'on peut faire avec l'hydrogène.
et arrêter de tergiverser sur les couleurs. Tant que c'est propre, tant que c'est fait de manière décarbonée, on a besoin de cet hydrogène, et pas seulement pour l'aviation. On en a besoin pour les trains, pour les camions lourds, on a besoin pour les bateaux, on en a besoin pour la métallurgie, on en a besoin pour l'industrie des engrais, on en a besoin partout. Mais maintenant, il faut comprendre qu'on doit atteindre le plus vite possible ce qu'on appelle la masse critique, c'est-à-dire la quantité de production qui est suffisante pour que le prix s'écroule. Comme on a fait avec le photovoltaïque. Le photovoltaïque a été divisé par 40 en 25 ans. Ben, il faut faire exactement la même chose avec l'hydrogène. Est-ce que vous pouvez nous raconter, parce que moi j'ai lu évidemment pour préparer cette interview, j'ai lu un peu les conditions dans lesquelles vous allez voler. Vous serez dans 2 mètres carrés avec Rafael Dinelli. Ça va être très compliqué parce que quand même 2 mètres carrés, ce n'est pas beaucoup. Surtout que vous connaissez assez peu. Alors vous qui êtes un psychiatre, comment vous faites pour préparer ça? Est-ce que vous avez le temps de préparer? Ah oui, alors on prépare psychologiquement notre entente, notre relation, arriver à se comprendre, à régler des conflits, etc. Mais il ne faut surtout pas croire que l'obstacle, c'est d'être 2 dans 2 mètres carrés. L'obstacle principal dans le monde, c'est les énergies fossiles, c'est le gaspillage d'énergie, c'est le gaspillage de ressources, c'est l'écroulement de la biodiversité, et c'est ça qui doit faire peur. Et moi, c'est ça qui me fait peur. Ouais. Voler dans 2 mètres carrés, c'est un bonheur pour vous survoler la Terre de manière totalement propre, totalement décarbonée, et puis si possible, que vous donnez envie aussi aux autres de faire la même chose que vous. En conclusion, Bertrand Piccard, puisque vous êtes à Bakou, je le répète, est-ce que vous êtes quand même optimiste sur l'avenir climatique de la planète? On voit que ce soit la France, que ce soit tous les pays, on a vu les inondations à Valence, bref, il y a des accidents climatiques qui sont absolument dramatiques. Est-ce que vous dites, tiens, au moins ça sert à quelque chose, c'est de montrer qu'il y a une urgence climatique? Vous savez, si on continue comme aujourd'hui, avec le clivage politique, je serais très pessimiste. Parce qu'aujourd'hui, vous avez certaines parties de l'industrie qui disent « on ne va jamais pouvoir être vert parce que ça coûte trop cher », et puis vous avez les verts qui disent « on ne va jamais travailler avec l'industrie parce qu'ils sont polluants ». Maintenant, il faut savoir qu'on peut avoir une écologie qui est économiquement rentable grâce aux solutions industrielles, et on peut avoir une industrie qui est verte grâce à toutes ces solutions qui sont vertes. Oui. Et tout ça, c'est un autre langage que ce qu'on entendait il y a 10 ou 20 ans. Oui. Et maintenant, il faut changer de langage. On ne peut plus avoir la gauche et la droite, l'écologie et l'industrie qui se combattent à cause de motifs idéologiques. Merci beaucoup, en tous les cas, d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Merci beaucoup, Bertrand Piccard. Puis évidemment, on va suivre votre projet. On va voir comment ça se déroule. Merci Volontiers. beaucoup. Vous tiendrez au courant. Et puis, bonne COP29. Merci beaucoup. Tout de suite, Guillaume Paul nous apporte toute l'info, écho, et Dieu sait qu'il y en a aujourd'hui.